Merci à toutes et tous d'être présents aujourd'hui. Merci aux organisateurs aussi d'avoir sélectionné cette conférence. Merci aux organisateurs de l'avoir placée à peu près au moment du déjeuner également, puisqu'on va parler de burgers. Donc normalement, ça devrait vous mettre en appétit. Donc moi, je m'appelle Pierre Girardot. Je suis data scientist et associé fondateur de la société CrossData. Donc CrossData, on est une société angevine, également basée à La Roche-sur-Yon, d'une dizaine de personnes, des data scientists, en fait, des mathématiciens qui concevons des algorithmes pour l'efficacité des entreprises sur les volets commerciaux et industriels. Donc on fait du machine learning, de la recherche opérationnelle pour l'optimisation des processus industriels. Voilà, tout un tas de thématiques qui visent à simplifier la vie des entreprises avec les mathématiques et l'IA. Et je vais vous en montrer un exemple aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un de nos clients qui s'appelle Risk Solutions. Alors Risk Solutions est pas aussi célèbre que ses clients qui sont des restaurants rapides, de la restauration rapide, pardon. Donc typiquement des KFC, des Burger King, des Carl Jr. J'imagine que vous êtes allé dans l'un de ces établissements au moins une fois. Eux, leur spécialité à Risk Solutions, c'est de développer et de distribuer un outil de planification du personnel, gestion du personnel. La gestion du personnel dans un fast-food, c'est central, d'accord ? Que ce soit à la cuisine, au comptoir, au drive, un peu partout. Et ce personnel, il doit un peu être en adéquation avec la charge qui est à un instant donné dans le restaurant ou à un jour donné dans le restaurant. D'accord ? Donc c'est pas si simple que ça, en fait, de savoir qui et quand, qui je veux mettre à quel poste et quand. Donc ce logiciel qu'il distribue dans ces enseignes que je vous ai indiquées, donc fonctionne dans ces différentes enseignes et gère voilà, de la gestion au pointage du personnel. Alors, si vous voulez, l'utilisateur du logiciel, c'est essentiellement le manager du restaurant. Donc généralement, il y a un manager dans le restaurant qui est entre autres chargé de cette gestion du personnel. Et le manager du restaurant, en début de semaine, souvent c'est le dimanche soir, il va faire sa planification pour la semaine, dans le but, au final, d'imprimer et d'afficher dans le resto, pour tous les salariés, à quel moment vous allez devoir intervenir dans la semaine. D'accord ? Pour pouvoir arriver à cet affichage, il y a plusieurs étapes. La première de ces étapes, c'est de pouvoir prévoir à peu près le chiffre d'affaires qu'on va avoir dans le restaurant chaque jour de la semaine qui vient, voire à chaque quart d'heure de la journée qui vient. Donc ça, c'est le premier bloc qui s'appelle prévision du chiffre d'affaires. Puis sur la base de ce chiffre d'affaires-là, on va essayer de prévoir grossièrement de combien d'équivalents temps plein, de combien de personnes on va avoir besoin à chaque poste, par exemple la cuisine, le drive, etc. Ce qui veut dire que la prévision de chiffre d'affaires, elle peut se faire aussi selon les canaux de distribution. Il peut y avoir une prévision de chiffre d'affaires au drive, prévision de chiffre d'affaires au comptoir, qui peut être différenciée. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et une fois qu'on a fait ça, et qu'on sait par exemple qu'à 11h45, il nous faut 3 personnes en cuisine, il faut savoir qui fera partie de cette équipe de 3 en cuisine. Et donc là, il faut affecter à des personnes réelles, vraiment, le poste. Et donc là, il y a tout un ensemble de contraintes qui sont liées au droit du travail, en fait, qui doivent être respectées pour pouvoir satisfaire ce besoin. Du moins aller au plus près possible du besoin, tout en respectant le droit du travail et puis les salariés qu'on a, ou peut-être à un moment qu'on n'a pas. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être vraiment sur le premier bloc, sur la prévision du chiffre d'affaires. Alors, les ventes d'un restaurant rapide, là je vous les ai indiqués sur plusieurs semaines, en fait même plusieurs mois. Là on a 5 mois de mars 2022 à gauche jusqu'à juillet 2022 à droite, donc ce sont des données très récentes. Comme vous voyez, il y a des choses qui se répètent, donc des saisonnalités. Sur la gauche, les 4, 5, 6 et même plus loin premiers pics sont très nets, c'est les samedis. Donc alors ça va dépendre des restaurants, mais généralement quand même vendredi, samedi, c'est les grosses journées. Donc là on voit très nettement dans ce restaurant-là les pics. Et sur les 2 premiers mois, les saisonnalités sont vraiment très nettes. On a de temps en temps des événements un peu exceptionnels, comme ce qui arrive à peu près au milieu là, donc le week-end pascal. Et lors de ce week-end-là, on n'observe pas les mêmes saisonnalités que d'habitude, il y a une cassure dans cette régularité. Donc il peut y avoir des événements exceptionnels qui viennent un peu compliquer la prévision. Autre événement exceptionnel non lié au calendrier, sur la droite, vous voyez la première canicule qu'on a eue en 2022, donc fin juin. Parce que quand il fait beau dehors, un samedi, il fait 25-30 degrés, on se dit tiens les enfants, on irait bien au KFC. Et quand il fait 40 degrés dehors, on se dit tiens les enfants, on fermerait bien les volets et on va se faire un gazpacho de tomates. Donc c'est pas le même principe. Et donc effectivement, sur la prévision, il y a des seuils comme ça
qui peuvent être en particulier sur la température, des phénomènes de seuil qui sont assez compliqués, parce qu'on a une linéarité comme ça pendant un moment, avec une cassure. Ce qu'on voit aussi que je n'ai pas indiqué sur la fin, là, c'est qu'on a perdu la saisonnalité sur la droite. En fait, c'est le début de l'été. Et ce qui est vrai pendant la période scolaire, en termes de rythme, n'est plus aussi vrai pendant la période d'été où voilà, les enfants sont en vacances, on part peut-être à droite, à gauche. Donc voilà, on va dire que c'est parfois plus simple pendant l'année scolaire que le reste du temps. Alors, on n'est pas parti de zéro, puisque le manager, en fait, aujourd'hui, le manager du restaurant, il fait déjà une prévision. Il faisait déjà une prévision dans l'outil, mais il la faisait lui-même. Alors lui-même, ça ne veut pas forcément dire au doigt mouillé. Hein. Il peut avoir sa feuille Excel, il a ses règles à lui, il connaît son restaurant, il connaît son environnement, il a son expérience. Là, on voit un exemple sur un restaurant particulier. Donc pendant 4 semaines, on voit en gris le réalisé, le chiffre d'affaires vraiment effectué, et en orange, la prévision qui avait été faite par le manager du restaurant. Vous voyez que ça colle quand même pas mal. Alors j'ai pris un exemple sur 750. Hein. La slide d'après, j'ai pris un exemple moins optimal. Donc on voit qu'il arrive bien à reproduire les saisonnalités. On voit que, alors ici, ça doit être justement c'est le week-end de la Pentecôte que vous voyez juste ici. Et vous voyez, il avait prévu un pic un peu plus important. Donc la courbe orange, elle passe au-dessus de la courbe grise. Je vais faire plutôt avec le laser d'ailleurs. Hop. La courbe orange passe au-dessus de la courbe grise, donc il a été un peu optimiste sur ce jour-là. Et puis ça s'est rattrapé sur le jour d'après. Je pense que si on fait la moyenne entre les 2 jours, en fait, il ne s'est pas trop trompé sur le week-end. Mais il s'est juste trompé sur quand est-ce que les gens viendraient, peut-être entre le dimanche et le lundi, quoi, en gros. Il y a un échange comme ça. Donc certains managers, en fait, y arrivent très bien. Et Iris a pu constater d'ailleurs, en discutant avec ces managers-là, qui sont ces utilisateurs, que certains avaient développé des outils Excel avec des macros, des règles expertes, avec des modèles que je vais détailler derrière, et qui arrivaient à assez bien approcher la réalité. Et puis il y en a d'autres parfois qui se plantent un peu plus. Alors ça va dépendre des périodes aussi. Hein. Là j'ai sélectionné des périodes. Ici il y en a un qui a été plutôt pessimiste sur ce qu'il allait vendre, puisque donc le réel est en gris. Et donc en fait il a réalisé beaucoup plus de chiffres que ce qu'il avait prévu. Alors ça c'est embêtant parce que ça veut dire que potentiellement là il a planifié beaucoup moins d'équipes que ce dont il avait besoin. Donc il se retrouve avec des équipes surchargées, peut-être les jours d'après des arrêts de travail, un peu de surmenage, etc. Ou alors un recours peut-être à l'intérim en dernière minute. Tout un tas de difficultés. Donc j'insiste bien que là on sélectionne à la fois des restaurants et des périodes, donc il peut y avoir des restaurants qui vont être bons en prévision sur certaines périodes, et puis tout d'un coup des événements un peu exceptionnels qui vont faire qu'ils vont rater une semaine de prévision. Ça c'est des choses qui arrivent aussi. Alors la question qu'on s'est posée, bien sûr, c'est est-ce qu'on peut automatiser un peu tout ça? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut améliorer déjà les performances de chaque prévision qui était faite par les managers? Est-ce qu'on peut essayer de mettre tout le monde un peu au même niveau? Parce que finalement, là, il n'y a pas de pratique commune, chacun fait à sa sauce. Donc est-ce qu'on peut automatiser un peu tout ça avec un modèle de prévision? La manière dont on a choisi de travailler, c'est de commencer simple, avec des modèles simples, de regarder où est-ce qu'on faisait des erreurs, et en particulier les erreurs les plus importantes, et en zoomant sur ces erreurs, d'essayer de comprendre ce qu'on avait raté, en particulier les informations peut-être qui nous manquaient sur ces jours particuliers, pour être intégrés dans le modèle ensuite, et pour pouvoir ensuite améliorer ce modèle-là, diminuer ses erreurs. Donc c'est une approche, alors il y a plein de noms à ça, enfin c'est du bon sens, hein, moi, déjà c'est le premier nom que je lui donnerais. Souvent on appelle ça du human in the loop aussi, donc quand vraiment l'humain intervient dans la modélisation de manière comme ça itérative. Un premier algo, on constate avec le métier, puis on fait un deuxième algo, etc. On appelle ça parfois du active learning aussi, enfin, on peut donner différents noms à ce type de méthode-là. Le premier algorithme qu'on a conçu, alors je remercie au passage pour les blagues mon associé Jean-Charles Rongère, que je cite, parce qu'il me permet de passer aussi un bon moment voilà, grâce à ces blagues que j'ai découvertes il y a peu de temps, parce que j'avais fait le contenu, il s'est chargé de la forme, et comme vous voyez, il est palais de main morte. Le premier algorithme auquel on avait pensé, c'est un algorithme en fait, que certains d'ailleurs managers utilisaient déjà, et que RIS nous a suggéré dès le départ, en disant en fait, le chiffre d'affaires d'un resto, c'est pas si compliqué. Si vous me demandez quel chiffre vous allez faire lundi prochain, vous regardez le chiffre que vous avez fait sur les 4 derniers lundis, et puis c'est mon estimation, et je peux vous assurer que vous n'allez pas beaucoup vous tromper. Et effectivement, c'est du bon sens qui fonctionne plutôt pas mal. Donc, un exemple ici, si la moyenne de ces 4 derniers chiffres d'affaires, les 4 derniers lundis était de 12 000 €, ça sera la prévision que je vous donnerai pour lundi suivant. Alors ça, c'est le cas simple, mais en fait, si lundi, par exemple, c'est un lundi de Pâques,
Bien sûr qu'il ne faut pas prendre les 4 derniers lundis qui ne ressemblent pas du tout à des lundis de Pâques. Et donc là, il faut effectivement aller chercher ce qui s'est passé aussi les années précédentes sur des lundis de Pâques. Donc il y a un peu un compromis à faire entre regarder ce qui s'est fait récemment et regarder des jours similaires les années précédentes pour arriver à trouver quand même des prévisions qui font sens. Et ce qui est vrai avec des lundis de Pâques, c'est vrai avec tous les jours fériés en général. C'est vrai aussi avec les veilles de jours fériés, ou les lendemains de jours fériés. Je pense au jeudi de l'Ascension par exemple. Le vendredi du pont de l'Ascension, il est effectivement très différent des vendredis qui le précèdent directement. Voilà, donc il y a des tas d'exemples comme ça. Les vacances scolaires sont aussi des cas particuliers qui peuvent être un peu compliqués. Cette année, on va avoir un lundi 2 janvier qui va être banalisé, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas école un lundi 2 janvier alors que les entreprises auront repris. Bon, ça à prédire, c'est particulièrement compliqué. En fait, les moyennes mobiles, elles obtiennent déjà des bons résultats. Si on regarde l'erreur médiane qui est faite sur un échantillon de restaurants qu'on a pris, alors on n'a pas pris les 750 parce que pour différentes raisons on n'avait pas assez d'historique sur les 750, on en a sélectionné 60 sur lesquels on avait un historique suffisamment complet sur 2 ans de données sur lesquels on avait une densité de données suffisamment importante. Sur ces 60 restaurants là, on a obtenu 10,9% d'erreur en médiane, ce qui est déjà un peu meilleur que l'erreur médiane que font les restaurants qui est entre 11 et 12. Donc ça, c'est déjà très bon. Alors ici, on a, si je me trompe, ouais, c'est ça. En marron, on a l'algo, donc les moyennes mobiles, et en orange, vous avez la prévision qui était faite par le resto, et donc les différentes barres que vous voyez, ce sont les 60 restaurants. C'est-à-dire que pour certaines, quand la barre claire est au-dessus de la barre sombre, ça veut dire que le restaurant a été meilleur que l'algo, et on a trié en fonction des résultats de l'algo. Donc vous voyez que typiquement, il y a des zones aussi où le restaurant a fait moins bien que l'algo, on le voit aussi sur la gauche ici. Okay. Donc c'est déjà vraiment pas mal. C'est un algorithme assez simple, donc la question naturelle qu'on s'est posée derrière, c'est on a à notre disposition des algorithmes beaucoup plus avancés, allons essayer. En fait, moi ce qui m'intéressait aussi, c'était de voir si, avec le même niveau d'information, là on a utilisé que le calendrier en fait, pour prédire, hein, aucune autre donnée. Juste le calendrier, le jour qu'on est dans la semaine, est-ce que c'est un jour férié, etc. Mais aucune autre donnée externe comme la météo ou quoi qu'est-ce. Donc est-ce qu'à partir de ces données de calendrier, on est capable d'obtenir de meilleures perfs, ou est-ce qu'il faut vraiment qu'on aille chercher d'autres infos pour faire descendre encore l'erreur? Donc c'était un peu le but de départ pour aller chercher un algo plus complexe. Donc l'algo qu'on a sélectionné, donc il s'appelle Facebook Prophet, donc il a été développé par Facebook, c'est quand même un outil open source, c'est un algo qu'on peut télécharger sur GitHub, voilà, le code source est disponible. Pour ceux qui connaissent un peu la prévision, du coup c'est un modèle de type additif généralisé, donc on appelle des modèles GAM, alors c'est pas tout neuf, hein, c'est assez ancien en fait comme modèle, de mémoire c'est début des années 2000 les modèles GAM. C'est disponible en Python, en R, je vous ai mis la source du papier disponible. L'idée de ces modèles-là, alors contrairement à d'autres algos plus classiques, les modèles autorégressifs, ARIMA pour ceux qui connaissent, donc ce sont des modèles additifs, ça veut dire que votre chiffre d'affaires à un instant T ici, ça va être la somme essentiellement de 3 choses, plus une erreur, d'une tendance, ça veut dire que votre restaurant, par exemple d'année en année, est-ce qu'il a une tendance baissière, une tendance constante, une tendance haussière, de saisonnalité ensuite. Alors à l'intérieur de la saisonnalité, on a vu en fait chaque semaine il y a un profil hebdo qui se répète. Il peut y avoir aussi des saisonnalités, là on prédit à la journée, mais il peut prendre en compte aussi des saisonnalités à l'intérieur de la journée. Aussi un profil journalier qui se répète chaque jour, et pareil un profil annuel, été, hiver, etc. Et puis il est capable de gérer très facilement des événements aussi, donc des événements calendaires, typiquement des vacances, des jours fériés, en lui donnant des listes comme ça de jours particuliers. Et ça, c'est vraiment très pratique à utiliser. La manière dont ils l'ont fait, d'ailleurs, est vraiment intelligente. Puis bon, derrière, on a un terme d'erreur. Alors, pourquoi on a choisi ce modèle-là parmi d'autres? Donc, encore une fois, la blague, c'est Jean-Charles Rongère, hein, associé chez CrossData. Je vous donnerai son numéro de téléphone. Pourquoi Prophète? La première raison, c'est qu'il est facile à interpréter. C'est un modèle additif. Et vous allez voir que justement ces différents termes, là, la saisonnalité, la tendance, ils vous les séparent bien dans des graphiques qu'on peut interpréter, qui nous servent à la fois à comprendre ce qu'il a fait, mais aussi à améliorer le modèle derrière. Et le fait que ça soit facile à interpréter, dans notre approche d'améliorer ensuite le modèle avec le métier, c'est quand même une aide, puisque
ça permet en fait d'expliquer au métier le modèle lui-même. La deuxième raison, c'est que contrairement à d'autres types de modèles, il gère les données manquantes. C'est-à-dire si vous avez une semaine qui manque au milieu, un trou de données, il est capable de le gérer sans avoir à reconstituer cette semaine-là. D'accord ? Alors qu'avec d'autres types de modèles, on est obligé de combler le trou, on va dire, en faisant déjà un premier modèle finalement, en interpolant en fait les données, et ce qui peut introduire des erreurs, alors que là, Prophet n'en a pas besoin. Bon, le troisième point, c'est juste en termes de performance, là, en termes de rapidité d'entraînement, c'est vraiment très performant. Et puis, comme je l'ai déjà dit, c'est mis en œuvre en termes d'outils informatiques, de manière à ce que ça soit très facile de rentrer dedans et très facile à utiliser, même si on peut derrière affiner et tuner un peu tous les petits boutons qu'on veut. Le mode de base permet déjà de rentrer facilement dedans et d'avoir de premiers résultats rapidement. Alors en termes d'explicabilité, voilà ce que ça donne. Vous voyez, alors là j'ai fait une prévision sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jours. Sur ces 7 jours, en fait le modèle, enfin le chiffre d'affaires prédit, ça va être la somme de ces 4 choses, de ces 4 courbes que vous voyez. Ici vous voyez la tendance, donc ça veut dire que, alors si, on voit assez mal l'échelle sur la gauche, mais l'échelle est vraiment très très petite, ça veut dire qu'on a une légère tendance baissière, mais qui est vraiment, c'est pratiquement constant en fait si on regarde les chiffres à gauche. Ici, il a identifié que le 3e jour c'était un jour de vacances, en l'occurrence c'est le 14 juillet, là. Et donc il va lui ajouter un terme, ici, on va ajouter un peu de chiffre d'affaires, parce qu'il a vu sur les données historiques que sur les 14 juillet précédents, eh bien, il y avait effectivement un chiffre d'affaires supplémentaire de 3 500 €, précisément. Le troisième, c'est la saisonnalité hebdomadaire, donc selon le jour de la semaine, vous les voyez ici, donc à commencer donc dimanche, lundi, etc. Eh bien, on retrouve ici ce qu'on a, c'est-à-dire que, ce que je disais au départ, c'est-à-dire que les chiffres d'affaires les plus importants sont sur le vendredi et le samedi. On est en mode américain, on commence au dimanche. Donc sur le vendredi, samedi, on a des chiffres d'affaires plus élevés. Et donc on va venir, si c'est un vendredi ou un samedi, eh bien compter ce chiffre d'affaires-là ou ce chiffre d'affaires-là. Et puis ensuite, enfin, une saisonnalité annuelle, ici, donc qui va être voilà, différenciée selon les mois, été, hiver, etc. Donc en termes d'explicabilité, c'est quand même assez agréable de pouvoir décomposer comme ça, pour aller discuter avec le métier et lui dire, bah, les 14 juillet, en moyenne, là, vous faites 3500 de plus, est-ce que ça correspond un peu à ce que vous ressentez? Alors, ce qui est intéressant, c'est que on obtient des résultats qui sont corrects, mais qui sont un peu décevants parce qu'ils sont en médiane, un peu moins bien que ceux qu'on obtient avec les moyennes mobiles. On obtient 14% d'erreur médiane, alors qu'on était plus entre 10 et 11 pour les moyennes mobiles et entre 11 et 12 c'est ça, pour le client. Okay. Alors, pourquoi ça? Alors d'abord, une première précision avant. Prophet, il est quand même meilleur dans 31% des cas. Donc dans un tiers des cas, il est meilleur, dans 2 tiers des cas, il est moins bon. Et en médiane, il est moins bon. En fait, nous, notre hypothèse privilégiée aujourd'hui, c'est que Prophet, de la manière dont il fonctionne, il a quand même besoin, on le comprend aisément, d'un historique, puisqu'il va chercher des saisonnalités annuelles. Si on n'a que 2 ans comme exemple, même vous en tant qu'humain, si je vous fais rentrer dans un restaurant, au bout de 2 ans, vous n'allez pas être un expert du restaurant pour un jeudi de l'Ascension, vous en aurez vu 2. D'accord ? Lui, c'est pareil, hein, il n'en aura vu que 2, avec 2 ans d'historique. Donc, nous, notre intuition, c'est que dès lors qu'on va augmenter l'historique, ça va quand même l'aider, notamment sur la saisonnalité annuelle. On le voit d'ailleurs sur l'explicabilité, vous voyez, ça fait des bosses comme ça, ce qui peuvent laisser entendre soit du surapprentissage, ou enfin des phénomènes qui sont en tout cas liés au fait que ça manque un peu de données pluriannuelles. Et donc notre interprétation aujourd'hui, c'est que voilà, l'historique il est encore un peu limité pour que Prophet il donne toute sa puissance. Cependant, on a vu qu'il était meilleur dans un tiers des cas. Et ça c'est intéressant parce qu'on se dit, le manager il fait son calcul qu'une fois par semaine après tout. Et si on était capable, à chaque fois qu'il va faire son calcul, de sélectionner pour la période qui vient de se passer l'algorithme qui a été le meilleur, et de prédire avec celui-là, il y a peut-être des algos qui sont plus adaptés à un resto et d'autres qui sont plus adaptés à un autre. Les structures des restaurants sont très différentes selon qu'ils sont basés, je sais pas, sur une autoroute, dans un centre-ville, ils ne sont pas du tout dépendants des mêmes phénomènes. Donc, ce qu'on a essayé, en fait, lors de l'entraînement, c'était de sélectionner celui des 2 algorithmes qui avait les meilleures perfs.
on entraîne les deux, les moyennes mobiles et Prophet, et on garde, pour les prédictions, celui qui a obtenu les meilleurs résultats à l'entraînement. On fait ça, et en faisant ça, on obtient moins de 10% d'erreur médiane. Donc du coup, on tombe à 9,6. Et donc là, du coup, on arrive à passer sous la barre un peu psychologique des 10, là, sur un grand nombre de restaurants. Et on obtient des prédictions. Là, je vous ai mis le réalisé toujours en gris. Alors que je ne me trompe pas, en jaune, c'est le restaurant, c'est la prédiction du manager du restaurant. En orange, c'est la prédiction de l'algorithme. L'algorithme sélectionné, donc il peut être soit Prophet, soit les moyennes mobiles. Bon, là, on voit que effectivement, ça suit vraiment pas mal. Les moments où ça suit peut-être moins bien, c'est encore une fois Pâques. C'est toujours assez difficile là, de prédire effectivement quel jour il va y avoir le plus grand chiffre. Donc la prédiction sur le week-end, en fait, elle est pas mal. Vous voyez que les courbes se croisent, en fait, ce qui indique que si on faisait la somme sur le week-end, on est pas mal en prévision. C'est juste la répartition au sein des jours qui est mauvaise. L'ascension n'est pas très bien captée. Et surtout, ce qui saute aux yeux ici, c'est la canicule dont je parlais au début de juin dernier. Puisque là, on prédisait le client comme l'algorithme un chiffre d'affaires vraiment très haut, et il a réalisé vraiment beaucoup moins que ce qu'il avait prévu. Mais là-dessus, c'est très clair que ce n'est pas le calendrier qui va nous aider. Si on ne connaît pas la température extérieure, on ne peut pas prédire mieux. Et c'est l'idée de la suite, puisque en fait, donc déjà à partir de maintenant, dans la version actuelle de l'algorithme, les utilisateurs de MyRis, ils peuvent maintenant utiliser cet outil de prédiction. Donc ils n'ont plus besoin de rentrer leurs propres prédictions, elles sont automatiquement rentrées, ils peuvent les ajuster bien sûr s'ils le souhaitent. Donc ça permet en fait à tout le monde d'être un peu au même niveau en termes de prédiction de chiffre d'affaires. Celui qui avait ses macros Excel compliqués comme celui qu'il faisait entre guillemets au doigt mouillé. Au niveau de l'expérience utilisateur dans l'application, je ne vous ai pas montré l'application ici, mais vous comprenez, je pense aisément, que ça facilite aussi l'entrée dans l'outil quand votre chiffre de la semaine il est déjà pré-rempli avec des informations qui sont censées, par rapport à votre restaurant, qui ressemblent à ce que vous voyez habituellement. Même si vous avez déjà des ajustements à faire, vous ne partez pas de zéro. Donc ça, en termes de fluidification de l'expérience utilisateur, c'est ultra important aussi. Et sur la pertinence, bien sûr, des plannings de personnel, ça c'est l'objectif principal de la prévision, c'est d'avoir des bons plannings. L'étape d'après, c'est justement d'aller se confronter au manager et de dire sur les jours où vous constatez, où vous avez l'intuition que l'algorithme s'est planté, pour quelle raison est-ce que c'est? Là, on voit que la météo, c'est clairement le prochain facteur qu'il faut insérer. En plus, c'est des données qui sont bien structurées, qu'on peut récupérer facilement, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Après, il peut y avoir aussi plein d'autres idées, les événements sportifs à proximité, les campagnes de promotion, il peut y avoir plein d'autres choses qui influent sur le chiffre d'affaires à un jour donné, qu'on pourrait avoir envie d'ajouter. Mais en premier lieu, c'est les entretiens avec le métier qui vont permettre de séparer le futile de l'essentiel là-dedans. Voilà, j'ai laissé un peu de temps pour les questions. J'espère qu'il y en aura, que ça vous a intéressé. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Je ne sais pas s'il y a un micro pour les questions ou pour les gens qui sont à distance. Ou je peux passer? Non. Ok, je répète votre question, allez-y. Ouais, donc je répète juste la question. Donc c'était si l'algorithme sélectionné, en fait, si la période finalement de l'année ou dans le temps fait varier l'algorithme qui est sélectionné, s'il y a un lien entre la période et l'algorithme sélectionné. C'est bien ça? Une période plus ou moins perturbée, effectivement. Donc effectivement, notamment là on l'a vu avec la fin des vacances scolaires. Donc une période de changement de comportement dans les restaurants. Et donc ça, typiquement, ça va désavantager les algorithmes qui se basent sur le passé direct. Et à l'inverse, ça va avantager l'algorithme comme Prophet qui, lui, sait ce qui s'est passé l'année dernière. Donc effectivement, dans des périodes de stabilité, eh bien, les moyennes mobiles vont mieux se comporter. Et puis, et après, ce qu'on observe aussi, c'est que finalement, vu qu'on a peu d'historique en termes d'années, au bout de, par exemple, 2-3 semaines après la rentrée,
les algorithmes qui se basent sur le passé direct, comme les moyennes mobiles, elles commencent à comprendre là qu'on a changé de période, et elles redeviennent rapidement quand même meilleures que l'algorithme comme Prophet, qui est très bon, mais qui n'a malheureusement pas encore assez d'historique. Donc il y a ces phases de transition qui sont intéressantes, oui, tout à fait. Est-ce que vous pourriez repréciser justement le choix, comment vous faites l'arbitrage entre finalement quel algorithme vous retenez? Aujourd'hui, je comprends qu'il y en a deux. Ouais. Est-ce que vous imaginez dans un deuxième temps aussi avoir un système de vote expert où vous rajouteriez d'autres algorithmes peut-être plus élaborés? Oui, donc la question c'est, non, je répète pour ceux qui sont à distance, le micro, à savoir si on envisageait comment dire, des méthodes plus perfectionnées pour sélectionner les algorithmes avec des votes experts notamment et insérer d'autres algorithmes. Alors oui, tout à fait, c'est des choses qu'on aimerait bien faire notamment avec de l'apprentissage par renforcement. Donc aujourd'hui, quand on en a deux, c'est assez facile, mais en fait, un peu l'inconvénient, c'est que aujourd'hui, pour juger de la qualité des algorithmes et le sélectionner, on se base que sur les dernières semaines observées. Et ça, c'est un peu le défaut, quoi, finalement, parce qu'on peut être sur des cas très particuliers. L'avantage d'aller sur des systèmes de recommandation par renforcement avec plus d'algorithmes et puis aussi les tester sur plus de semaines, c'est qu'on serait plus sûr de notre sélection. Après, ce qui est difficile, c'est qu'on constate aussi qu'on nous demande beaucoup de justifier en fait, de l'algorithme qui est effectivement sélectionné. Et donc il y a un compromis à trouver entre la complexité de la méthode de sélection des algorithmes. Si on la rend trop complexe, on aura du mal à l'expliquer. Et on est un peu à tâtons en ce moment là-dessus, mais c'est complètement des voies qu'on envisage. Ouais. Merci pour votre question. Travailler avec quel pas de temps dans une journée, parce que je suppose que la gestion des équipiers suit des temps assez précis, et comment ça se déroule? Oui, donc au niveau pas de temps, on est sur du pas de temps quart d'heure. La prédiction, elle se fait au niveau journalier, et puis ensuite, il y a une deuxième étape de profilage au sein de la journée. On le fait en deux temps. Et ensuite, il y a des profils effectivement au pas quart d'heure, parce que les affectations du personnel dans leur planning là, qui sont affichées au pas quart d'heure. Merci. Aujourd'hui, du coup, votre outil, c'est un outil data analysis. Est-ce que les managers ont encore à faire l'exercice de projeter un CA, ou est-ce que ça prend la place sur la partie décision et le manager en fait, planifie? Oui, non, ça reste un outil d'aide à la décision aujourd'hui, clairement. Pour tout un tas de raisons. D'abord, vous avez vu qu'il est capable de se planter hein, aujourd'hui. En fait, le manager a accès à beaucoup plus d'informations que ce à quoi nous on a accès sur son environnement direct. Il sait si la veille il a mis des flyers dans toutes les boîtes aux lettres du quartier avec une campagne promotionnelle. Il a accès à des choses des informations auxquelles nous on n'a pas accès. Il a son expérience également. Donc là, je pense que pour RIS, en fait, qui développe le logiciel, lui, il le voit vraiment comme un outil d'aide à la décision, et le manager doit pouvoir changer tous les chiffres qui sont proposés par l'algorithme. C'est vrai à toutes les étapes d'ailleurs de leur outil. L'idée, c'est de les aider, qu'ils ne partent pas de zéro, et qu'au lieu que ça leur prenne 1 heure, ça leur prenne 5 minutes, mais ces 5 minutes, elles resteront probablement incompressibles, parce qu'il y a tout un tas d'informations, voire d'aléas qui vont arriver en temps réel, et voilà, qui ne pourront pas... Il y a des éléments d'interprétabilité comme les différents éléments, nationalité, Dans l'outil, c'est pas encore intégré dans l'outil, non. Là, le projet a été assez rapide puisqu'on a commencé à travailler avec eux il y a 6 mois, et là on a mis en place l'outil de forecast. Donc c'était un peu sur les chapeaux de roue, et je pense que là la prochaine étape pour eux, c'est justement que les utilisateurs commencent à utiliser l'outil et puis qu'ils témoignent de leurs envies pour la suite. Et peut-être que ça en fera partie effectivement d'essayer de comprendre plus ce qu'il y a dans l'algo. Ouais. Merci. Bonjour. Oui. Non, c'est en cours. Non. La météo, la météo aujourd'hui, on va commencer à le faire. C'est pas encore fait. Là. Non. On était là sur la recette. Là, ils vont livrer la première version de l'algo dans l'outil. Donc chaque chose en son temps. Oui.
L'avantage de la météo, c'est que vraiment là, en termes de disponibilité des données, en termes d'historique, comme en termes de géographie, c'est vraiment très facile aujourd'hui. Il y a des API voilà. Vous tapez API Weather sur Internet, vous en trouvez plein. Enfin, rien que Open Weather Map, par exemple, qui est très bien. Mais il y en a plein d'autres. Et qui permettent de récupérer l'historique à la fois du réalisé, de la météo réelle, et des prévisions. C'est ça qui est intéressant aussi, une prévision 5 jours, prévision 10 jours, prévision 2 jours. Donc à la limite, c'est pour ça que qu'on développe la météo maintenant ou dans 2 mois, on n'aura pas perdu 2 mois de données. Là, on n'a pas de stress de ce côté-là. Ouais. Ouais. Ouais, donc sur le nombre de magasins, donc aujourd'hui, alors déjà le modèle il est magasin par magasin. Ouais, c'est un modèle par magasin. Et effectivement, il y a des questions qui se posent, rien que pour un nouveau magasin qui ouvre, par exemple. Ils aimeraient pouvoir les aider quand même dans leur prévision de chiffre d'affaires. Et ça, c'est effectivement une question un peu différente et tout aussi intéressante. mais où là, les idées qu'on pourrait avoir tourneraient probablement autour de proxy, c'est-à-dire d'aller voir où est installé le restaurant, quelle est la population à proximité, est-ce que c'est au bord d'une route, etc. Puis d'aller trouver un restaurant qui ressemble. Et ça va être pareil pour les restaurants qui n'ont pas assez d'historique, en fait. Si on n'a pas assez d'historique, on est obligé d'aller trouver des jumeaux, plutôt sur la base de considérations métiers, sur l'implantation du restaurant. Et donc aujourd'hui, là, dans le déploiement qui est fait, ça va être uniquement sur les restaurants qui ont suffisamment d'historique pour que ça fonctionne. Et puis les autres, progressivement, ils n'en sont pas très loin, mais en fait, des changements de plateforme font que les données ne sont pas disponibles pour les années précédentes. Ils vont progressivement récupérer l'outil également. Voilà. Merci pour vos questions. Voilà. Et bon appétit.